Il a tué des dizaines de personnes au Texas et en Louisiane, entre janvier 1911 et avril 1912. Cette histoire macabre a fait le tour des films d'horreur. En termes de tueurs en série américains, on pourrait dire qu'il est le pire des pires. Avant que l'on ne parle des tueurs en série dans la société de tous les jours. En 1911, ce tueur est entré dans une maison de Rennes, en Louisiane, et a laissé 4 membres de sa famille morts. L'arme du crime était une hache, mais il utilisait le côté émoussé de celle-ci lorsqu'il poignardait ses victimes. Peu de temps après, à une quinzaine de kilomètres de là, dans la petite ville de Crowley, il est entré dans la maison de la famille Byers et a tué 3 personnes de la même manière. 2 semaines plus tard, il s'est rendu à Lafayette, en Louisiane. Il a ouvert la porte d'une maison familiale et s'est livré à un carnage sanglant, tuant les 4 membres de la famille. Il a ensuite décidé de se rendre au Texas où, quelques mois plus tard, il a tué une famille de 5 personnes à leur domicile. 6 mois plus tard, il est de retour à Lafayette. Une fois de plus, il rôde la nuit autour de la maison d'une famille, attendant le bon moment pour bondir. Il est entré dans la maison et a frappé de sa hache avec une colère furieuse contre 6 personnes qui, avant cela, n'avaient jamais imaginé qu'un tel monstre puisse exister. Il n'a pas attendu longtemps pour faire son prochain carnage. Il a tué une famille de 5 personnes à Lake Charles, en Louisiane. Il a laissé une note après ce meurtre. Quand il fait l'inquisition du sang, il n'oublie pas le cri des humbles, les 5 humains. Ce maniaque a tué 49 personnes en tout. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il a commis autant de meurtres en si peu de temps. Si cela se produisait aujourd'hui, il n'y aurait pas une seule personne au monde possédant un smartphone ou une télévision qui n'en aurait pas entendu parler. À l'époque, personne ou presque ne connaissait le meurtrier à la hache, le tueur de familles innocentes. Nous sommes presque sûrs que vous n'avez jamais entendu parler de lui, alors il est temps d'enquêter un peu plus. C'est une histoire de meurtre rituel, de chaos vaudou et de meurtres en série, une véritable histoire d'horreur américaine, une histoire de meurtre diabolique de 10 familles endormies dans leur lit. Ce n'est pas une exagération, et il n'est pas exagéré de dire que ce crime non résolu est comparable au crime d'un feuilleton que vous connaissez tous, Jack l'Éventreur. En fait, ce que l'Éventreur a fait n'est rien comparé à ce que le meurtrier à la hache a fait en termes de nombre de corps, mais la façon dont il s'en est sorti est tout aussi déconcertante. Quant à savoir pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de ces meurtres, c'est qu'ils ne sont pas tombés sur le bureau d'un nombre suffisant de rédacteurs en chef. Selon Vronsky, les petites villes du Texas et de la Louisiane où les meurtres ont eu lieu étaient des sortes d'arrière-pays à l'époque, alors que Londres, à l'époque de Jack l'Éventreur, était le centre du monde, en particulier en ce qui concerne l'industrie de la presse. Tout d'abord, pourquoi tant de meurtres à la hache et peu de meurtres au couteau ou à l'arme à feu? La réponse est simple. Les haches étaient très utilisées à l'époque. C'était tout simplement l'arme de prédilection de beaucoup de gens qui l'avaient toujours à portée de main. Comme le souligne le Smithsonian Magazine, presque toutes les familles des régions rurales possédaient un tel outil et le laissaient souvent traîner dans leur jardin. Le même article précise que la plupart des victimes de meurtres à la hache étaient tuées dans leur lit. Les haches ne sont pas très utiles lorsqu'une personne peut voir ce qui arrive, mais elles sont idéales lorsque la victime est immobile. Certains ont appelé cette série de crimes les meurtres à la hache de mulâtre, parce que les victimes étaient généralement métisses. Les rares rapports que nous avons pu trouver indiquent que les premiers meurtres en Louisiane ont tous eu lieu lorsque les familles étaient profondément endormies, généralement au petit matin. Le premier meurtre au Texas a eu lieu le 22 mars 1911, dans la ville de San Antonio. Les victimes étaient toute la famille Cassaway, qui vivait dans une maison sur Olive Street. Le père de famille était Louis, un Afro-Américain qui travaillait à l'école Grant. Lorsqu'il ne s'est pas présenté au travail ce jour-là, quelqu'un s'est rendu chez lui pour en connaître la raison. C'est alors que les 5 membres de la famille ont été retrouvés. Dans une pièce, la police a trouvé Louis et sa fille. Dans une autre pièce se trouvaient tous les autres membres de la famille, y compris sa femme, qui, selon les rapports, était blanche. Elle était apparemment dans le pire état lorsque la police a découvert cette scène horrible. Cela a conduit certaines personnes à penser que le tueur n'avait pas seulement des convictions racistes selon lesquelles les Noirs et les Blancs ne devraient pas avoir de familles ensemble, mais qu'il blâmait surtout les femmes des familles mixtes.
Il y avait certainement là un mobile qui témoignait d'une haine intense. Le tueur n'a rien volé dans la maison, alors qu'il aurait pu le faire. Selon un auteur, rien dans la maison n'a été dérangé, et le pantalon de Louis était encore accroché à la colonne du lit, avec plusieurs dollars dans la poche. Le même auteur précise que la famille n'avait pas d'ennemis connus dans la ville, et qu'elle s'entendait bien avec tout le monde. Le tueur est ensuite retourné en Louisiane, où il a tué les 6 membres de la famille Norbert Randall. Comme par le passé, il a utilisé le côté émoussé de la hache plutôt que le côté tranchant, frappant ses victimes avec une telle force qu'elles sont mortes de traumatisme crânien. Une fois encore, le père de famille était afro-américain et la mère blanche. Quelqu'un a été arrêté pour cette affaire. Nous y reviendrons plus tard. Pendant que cette personne était en garde à vue, d'autres meurtres ont eu lieu et, une fois encore, il s'agissait de familles métisses. Il était donc difficile de ne pas faire le lien entre ces meurtres et les précédents. Par exemple, à Crowley, le tueur a utilisé une hache pour tuer une femme blanche et ses 3 enfants métis. Le journal Daily Signal de Crowley a écrit ceci le 22 janvier 1912. Dans toutes les maisons noires de Crowley, les lumières restent allumées toute la nuit et les membres adultes de la famille restent éveillés pendant la nuit. Le même journal écrit « Beaucoup pensent que la manie religieuse est responsable des meurtres. Les domestiques noirs de Crowley sont en proie à la panique. Les plus superstitieux croient qu'une agence surnaturelle est à l'œuvre. Nous sommes conscients que ce terme peut être interprété comme offensant et anachronique, mais l'utilisation de la langue réelle qui a été écrite est utile ici. La famille qui a été tuée à Lake Charles était également métisse. Il s'agit de la famille Félix Broussard, dont l'adresse est le 331 Rock Street, à North Lake Charles. Ils vivaient dans une petite maison près de la Southern Pacific Line. Il s'agit d'un meurtre avec un indice car, comme vous le savez, le meurtrier a laissé ce mot derrière lui. Quand il demande du sang, il n'oublie pas le cri des humbles. Cela vient de la Bible, Psaume 9, 12. À côté de la note, il y avait les mots « humain » et « 5 ». Il y avait aussi les mots « Pearl Heart » ou « Hort » qui étaient écrits en dessous de tout le reste. Les gens ont commencé à parler d'une secte folle qui se faisait appeler les 5 humains. Selon les érudits chrétiens, cette partie de la Bible signifie que les gens ne devraient pas chercher à se venger eux-mêmes, mais laisser le Seigneur régler tous les comptes au nom des humbles. Ce qui est également étrange, c'est que le tueur a décoré les doigts de toutes les jeunes victimes. Il a utilisé du papier attaché avec une épingle et a placé chaque morceau entre les doigts de la victime. Le tueur avait également placé un seau sous les corps pour recueillir les gouttes de sang, ce qui était une autre raison pour laquelle les habitants de la région pensaient qu'ils avaient affaire à une secte de tueurs. En février 1912, le tueur frappe à nouveau, cette fois à Beaumont, au Texas. Il tue une femme métisse et ses 3 enfants. Un peu plus d'1 mois plus tard, il tue une femme et ses 4 enfants, ainsi qu'un homme qui logeait chez elle. La police avait déjà tenté d'établir un lien entre ces meurtres et le fanatisme religieux, et avait bien entendu relevé le fait que de nombreuses victimes étaient métisses ou afro-américaines. Un reportage que nous avons trouvé dit ceci à propos du tueur dans sa conclusion. Selon toute probabilité, ils ont été perpétrés par la même personne qui, sans aucun doute, est folle ou atteinte d'une manie diabolique à l'égard de la race noire. La police ayant compris que la plupart des meurtres avaient été commis à proximité de la ligne de chemin de fer de la Southern Pacific, elle en est venue à la conclusion que le tueur prenait le train, descendait, tuait et remontait. À l'époque, il n'était pas inhabituel de sauter d'un train à l'autre. À l'époque, il pensait qu'il n'y avait qu'un seul tueur, mais la possibilité qu'il y en ait plusieurs ne leur a pas échappé. Il y avait aussi d'autres indices qui, plusieurs décennies plus tard, auraient éveillé l'attention des spécialistes du profilage criminel. Lors des premiers meurtres de Lafayette, les corps avaient été posés. Toutes les victimes avaient été placées à genoux, comme pour prier. Le tueur avait placé le bras de la femme sur l'épaule de son mari, et les plus jeunes membres de la famille étaient devant eux. Le shérif de l'époque, M. Lacoste, a d'abord pensé que les meurtres pouvaient être l'œuvre d'un fou en fuite. Ce dernier a été arrêté, mais il a rapidement été relâché et est retourné à l'asile. Le shérif a indiqué qu'il souhaitait s'entretenir avec plusieurs personnes, mais que, pour l'instant, les choses ne se présentaient pas bien. Un article paru dans le Lafayette Advertiser indiquait qu'étant donné que tant de meurtres semblaient avoir été commis par la même personne, un terrible monstre était en liberté. Plus tard,
En 1912, le tueur a frappé 2 fois au Texas. Il tue d'abord William Burton et 4 membres de sa famille alors qu'ils sont endormis dans leur maison de San Antonio. 2 nuits plus tard, le tueur a frappé à Hempstead, au Texas, tuant 3 membres de sa famille. Les familles afro-américaines et métisses sont à juste titre prises de panique. Les gens se sont armés et ont veillé toute la nuit. Les voisins se relaient pour garder les maisons des uns et des autres. Un homme nommé Ernest Smothers surveillait sa maison une nuit lorsqu'il entendit du bruit à la porte. Il a abattu un homme, mais il s'agissait d'un voisin bien intentionné qui venait juste de prendre de ses nouvelles. Après que Smothers a abattu l'homme, un certain Max Warren est allé voir ce qui s'était passé. Lorsqu'il a vu le corps d'un homme mort allongé sur le sol, il s'est enfui. Alors qu'il courait, quelqu'un a crié qu'il était l'homme à la hache. Warren a ensuite été abattu par une autre personne qui se trouvait à proximité. Nous n'avons pas trouvé le reportage original décrivant ce chaos entre voisins, bien que des podcasts et des blogs en aient parlé. La folie est bien réelle lorsqu'on examine un article de presse de l'époque. Nous avons trouvé un article dans le Lafayette Advertiser, daté du 20 août 1912. Le titre est « L'homme à la hache à nouveau ». Le premier paragraphe se lit comme suit. « Le redoutable homme à la hache que l'on croit impliqué dans le meurtre de plus de 40 nègres en Louisiane et au Texas a finalement été déjoué, mais il n'a pas été attrapé. » L'article explique que le tueur s'est rendu dans une maison appartenant à un homme nommé James Dashiell, décrit dans l'article comme un mulâtre. L'article précise que le tueur avait déjà essayé de tuer cet homme et sa famille, mais qu'il n'y était pas parvenu. Lors de sa deuxième tentative, il s'est glissé dans la maison par la fenêtre de la cuisine. Il a vu Madame Dashiell endormie et l'a frappée avec sa hache, manquant sa tête mais lui coupant presque le bras. Elle hurle et se dégage d'un coup de pied, mais elle est à nouveau frappée à la jambe. Ses cris ont réveillé son mari, qui, armé et prêt, a tiré sur la personne. L'histoire continue ainsi. 2 familles de 5 personnes, chacune presque blanche, ont été assassinées à la hache au cours des 18 derniers mois. Ces meurtres étant similaires à d'autres plus éloignés, le journal estime qu'ils pourraient être liés à un gang itinérant. L'article se termine par « Les Noirs d'ici sont très excités et beaucoup achètent des pistolets et des fusils, et on dit que des veillées nocturnes seront organisées. » Il semble que cette dernière attaque ait été la dernière de l'homme à la hache. Comme ses autres meurtres, il a laissé la police perplexe. La population, en particulier les familles afro-américaines et métisses, craint pour sa vie et vit dans un climat de peur constante. Nous vous avons dit que la police avait déjà un suspect pour l'une des attaques. En fait, il ne s'agissait pas d'un homme, mais d'une femme. Elle s'appelait Clémentine Barnabé. Elle avait tout juste 19 ans. Elle était la fille de Raymond Barnabé, qui avait lui-même été accusé d'être le tueur. Il avait été arrêté et relâché, puis arrêté à nouveau pour le meurtre de la famille Randall, bien que les preuves contre lui ne fussent pas très solides. Sa fille, Clémentine, avait déclaré à la police que son père était l'assassin. Son frère avait dit la même chose. Pourtant, pendant que Raymond était en prison, les meurtres ont continué à se produire. Lorsque les autres membres de la famille Lafayette ont été assassinés, il était évident que ce n'était pas lui. Les soupçons se portent alors sur Clémentine, qui habite à quelques rues de l'endroit où les meurtres ont eu lieu. La police a également trouvé du sang et des morceaux de cerveau sur ses vêtements. Le docteur Metz, à la Nouvelle-Orléans, a déclaré que la matière corporelle correspondait à celle de la famille assassinée, mais à l'époque, il était difficile de l'affirmer avec certitude. Dans un article de presse, il est simplement indiqué que le médecin a déclaré que le sang n'était pas menstruel. Lors de l'interrogatoire, Clémentine a admis avoir tué cette famille. Elle a dit que les meurtres étaient destinés à montrer sa dévotion à la grande prêtresse de l'église du sacrifice. Comme d'autres membres de cette église, elle croyait apparemment que les sacrifices humains pouvaient apporter la richesse et même l'immortalité. Clémentine a également déclaré que la grande prêtresse lui avait donné des sacs de conjuration, sorte de porte-bonheur qui l'aiderait à s'en sortir en cas de meurtre. Elle a également déclaré à la police « L'un des membres de la bande a reçu l'ordre de se rendre à New Iberia et d'interroger l'homme du houdou, qui lui a dit que nous étions en sécurité dans toutes les actions que nous pourrions entreprendre. Nos vies seraient à tout moment entièrement protégées par le pouvoir des houdous. » Tout cela semble bien étrange et effroyable, mais une jeune femme aurait-elle pu commettre tous ces meurtres toute seule ? Human Rights Watch a écrit sur les meurtres à la hache
et pense que là où les mêmes personnes sont responsables des 49 meurtres commis dans différentes familles. Clémentine a été arrêtée, de même qu'Edwin Charles et Gregory Porter, deux hommes qui étaient avec elle la nuit des derniers meurtres de Lafayette. Mais un certain King Harris a également été arrêté. Il était considéré comme le chef de l'église du sacrifice, qui comptait des membres à Crowley, Lafayette et Lake Charles. Après son arrestation, la police a trouvé ce passage souligné dans sa Bible. Maintenant encore, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu 3,10. Voici ce qu'un journal écrit à son sujet. On sait que la nuit du meurtre, ce Harris a tenu une réunion dans une maison située à environ un demi-pâté de maison de la maison de Randall. Et Randall et sa famille auraient assisté à la réunion. On a depuis théorisé que si ce type avait quelque chose à voir avec les meurtres, la raison pour laquelle il avait souligné ce passage était qu'il pensait que cela signifiait que les arbres qui donnaient de mauvais fruits étaient égaux aux familles métisses. C'est pourquoi ils ont été tués. Cependant, tous les meurtres ne concernaient pas des familles métisses. Les médias l'ont qualifié de prédicateur naïf à la tête de l'Église, mais les enquêtes menées à son sujet n'ont rien donné. Certaines personnes ont même remis en question l'existence même de l'Église. D'autres personnes ont été arrêtées, certaines liées à ces étranges églises, et d'autres à la pratique du houdou. Puis tout est redevenu fou, car comme vous le savez, pendant que Clémentine et son père étaient en prison, d'autres meurtres à la hache ont eu lieu. Il est donc impossible que Clémentine soit à l'origine de ces 49 meurtres. Elle a déclaré à la police qu'elle en avait commis 17, mais qu'elle avait 4 complices, 2 hommes et 2 femmes qu'elle n'a pas voulu nommer. Elle a déclaré qu'ils tiraient à la courte paille pour savoir qui était celui qui frappait avec la hache. Les autres se contentaient de regarder. Au sujet d'une attaque, elle a déclaré à la police « Nous avons pris l'homme et la femme, nous les avons placés à genoux à côté du lit et nous avons quitté la maison. J'ai été l'une des premières à aider les proches le lendemain et j'ai aidé à préparer les corps pour l'enterrement. » Elle a également déclaré « Ces familles n'ont pas été sélectionnées de manière particulière. Nous avons commencé sans savoir qui seraient les victimes. » Cependant, les enquêteurs ont écrit que ses propos étaient très auto-contradictoires, c'est-à-dire qu'elle a parfois dit une chose puis une autre plus tard. Parfois, elle a carrément menti. C'était comme si elle avait tout inventé, et elle semblait y prendre plaisir. Le shérif Lacoste ne la croit pas innocente et déclare « Clémentine Barnabette est rationnelle, et je crois qu'elle est vraie, sauf en ce qui concerne les détails donnés dans le but d'embrouiller les officiers quant à ses complices. » Elle a finalement été reconnue coupable d'un meurtre, celui de Madame Randall, et condamnée à la prison à vie, bien qu'après avoir subi une sorte d'opération chirurgicale, on ait dit qu'elle était guérie de ses maux. On ne sait pas quelle opération a été pratiquée sur elle, mais la prison a déclaré qu'elle l'avait remise dans un état normal. Elle a été libérée au bout de 10 ans, et personne ne sait ce qu'elle est devenue par la suite. Aujourd'hui, les gens doutent qu'elle ait commis l'un des meurtres. Peut-être a-t-elle commis le seul meurtre. Quant à ceux qui se sont produits pendant qu'elle était derrière les barreaux, il se peut qu'elle ait fait partie de la secte des sacrifices et que d'autres membres aient commis d'autres meurtres. Après avoir fait des recherches sur cette histoire, nous pouvons dire avec certitude que nous ne savons pas qui a fait quoi. Les journaux locaux pensaient que c'était elle, l'un d'entre eux écrivant « Si cette femme semble parfois pratiquement folle, elle n'en est pas moins intelligente et rusée. Depuis son incarcération, elle a réussi à déjouer les tentatives des officiers d'obtenir les faits réels de l'affaire, et lorsqu'elle trompe les officiers en leur donnant un faux indice, sic, elle sourit avec un plaisir diabolique et glousse de sa victoire. Nous ne connaîtrons jamais la réponse. Peut-être y avait-il une hystérie générale à l'époque, et peut-être y a-t-il eu des imitateurs. En 1909, une famille a été assassinée par une personne brandissant une hache. Ce meurtre a également eu lieu à Crowley. En 1911, juste après que Clémentine soit allée en prison, et ait juré que d'autres meurtres se produiraient lorsque la lune serait pleine, William Walmsley, sa tendre épouse Sally et leur fille ont tous été tués à Philadelphie, dans le Mississippi. En 1912, 8 membres d'une même famille ont été sauvagement assassinés dans ce qui est devenu les meurtres à la hache de Villisca, dans l'Iowa. Quelques années plus tard, le tueur à la hache de la Nouvelle-Orléans, qui n'a jamais été arrêté, est apparu. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo.
Merci d'avoir resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.